Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique pour un débat consacré aux Gilets jaunes. Hier, la participation a été moins forte au niveau national pour ce 5e samedi d'action, mais elle a encore été importante en Franche-Comté, notamment à Dole et à Besançon où des heurts ont éclaté à la fin de la manifestation. Et la manifestation proprement dite a donc été suivie par plus de 1200 personnes. Ce mouvement des Gilets jaunes est-il le symptôme d'une crise démocratique profonde? Regardez cette image. Que dit ce gilet jaune dans son dos? Je suis le peuple, demain démocratie directe, votons nous-mêmes nos lois sans intermédiaire corrompu. Pour en débattre, 3 invités sur ce plateau. Tout d'abord, Sophie Amela. Elle est conseillère régionale donc de Bourgogne-Franche-Comté et elle est au Rassemblement national. Face à elle, Denis Sommer, député du Doubs de La République en marche. Et puis Marie-Christine Dallo, députée Les Républicains du Jura. N'oubliez pas, sur Twitter, vous pouvez réagir à cette émission grâce au hashtag DimpolFC. Donc quand vous voyez cette photo, je suis le peuple, demain démocratie directe, votons nous-mêmes nos lois sans intermédiaire corrompu. Madame Amala, quelle est votre réaction? Je vois ce que demande le peuple, je soutiens ces revendications de ces gilets jaunes. C'est donner un peu plus de pouvoir au peuple, ce même peuple que j'en. Mais vous êtes élu à la région, oui. Vous considérez du peuple ou pas? Tout à fait. Tout à fait, et je connais bien leur mal-être puisque voilà, moi aussi j'ai eu des mois où le 10, je n'avais plus du tout de pouvoir d'achat. Et ce peuple aujourd'hui n'est malheureusement, donc je reviens à la région, ni représenté ni écouté. Marie-Christine Dallo, quand vous voyez ce gilet jaune qui dit ça dans son dos, vous dites quoi vous? Resituons d'où on est parti. On est parti d'une crise par rapport à des taxes sur le carburant qui étaient insupportables pour le budget des ménages. L'unanimité, elle s'est faite, les Gilets jaunes au départ sont partis sur cette revendication. Moi, ça fait 1 an et demi que je dénonce la trajectoire de la taxe carbone. Je l'ai dénoncée en septembre 2017. Donc c'est pas d'aujourd'hui qu'on avait compris qu'il y aurait un problème si le prix du brut augmentait. Derrière, maintenant que le président de la République a annoncé qu'il supprimait les taxes pour 2019, on voit bien fleurir d'autres revendications. Et moi, je peux comprendre qu'il y ait un pouvoir d'achat. Je crois que vraiment, c'est un des... Mais là, on est passé à autre chose, là, maintenant. Mais justement, j'y arrive. Oui. Le niveau des prélèvements, aujourd'hui, est trop élevé en France. On le sait, on alerte depuis des années. Il faut trouver une solution. Mais derrière, on est passé à une crise démocratique. Je suis assez d'accord. Je vais vous dire, je suis député du Jura depuis 11 ans maintenant. Je me sens complètement le peuple. Et la circonscription que je représente, le Haut-Jura, les gens dans la rue, ils viennent me voir. Quand je fais mes courses, ils viennent me voir. J'ai des rendez-vous dans mes permanences où je rencontre avec leurs difficultés. Je ne me sens pas éloigné du peuple. Denis Sommer, vous sentez le peuple aussi? Écoutez, j'ai connu des périodes pas faciles, hein. Voilà, j'étais ouvrier chez Peugeot pendant 15 ans, je travaillais à la chaîne, j'ai repris des études, j'ai connu une période de chômage assez longue, je sais ce que c'est que la galère, voilà. Mais est-ce qu'il faut faire la preuve de ça en permanence? Je veux dire, on a été élus, on a été choisis par nos concitoyens, et je crois que notre activité de tous les jours montre que nous restons, et pas seulement les députés En Marche, hein, ça vaut pour l'ensemble de mes collègues. J'écoutais Marie-Christine Dalloz tout de suite. On reste très proche, en réalité, des gens. Nos permanences sont ouvertes, on rencontre régulièrement les gens, le samedi, voire y compris le dimanche matin, très souvent. Voilà, donc on a une vraie proximité. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a une crise démocratique. C'est une réalité, mais qui ne date pas non plus de 18 mois, soyons clairs. Y compris le paradoxe de la situation, c'est que Emmanuel Macron a été élu sur la base même de ce diagnostic, où Emmanuel Macron, y compris dans son livre, Révolution, explique qu'une partie de la société française ne se sent plus représentée par ses élus et qu'on vit là une crise. Alors il a peut-être fait le diagnostic, mais il n'a pas apporté les remèdes. Hein. Voilà, mais c'est là qu'on peut poursuivre certainement le débat, mais c'est quand même le paradoxe. Voilà, un président qui a été élu sur un diagnostic qui, aujourd'hui, en réalité, se retourne contre lui. Il a fait, son thème de campagne, c'était le dégagisme, rappelez-vous. Ni droite, ni gauche. Le résultat des courses,
il a explosé les partis politiques classiques, il a affaibli les syndicats depuis son élection, et aujourd'hui, quand il veut parler, il n'y a plus de corps intermédiaire. Donc il est obligé de parler avec le peuple. C'est pas du tout son habitude, premièrement. C'est pas dans sa culture. Et puis c'est difficile de s'adresser à une masse aussi disparate, avec des attentes différentes. Et avec des revendications pas du tout homogènes. Mais on a vu aussi que vous, chez les Républicains, vous avez été quand même gêné aux entournures. Laurent Wauquiez a porté le gilet jaune. Après, il a nié l'avoir porté. Et on vous a senti quand même danser d'un pied sur l'autre. Il n'y a pas que les Républicains, je crois qu'il n'y a pas un parti politique aujourd'hui qui n'a pas été... Regardez même la CGT. J'écoutais attentivement l'autre soir un débat sur la CGT. À la base, la CGT ne veut absolument rien avoir avec les Gilets jaunes, au départ du mouvement. Et puis, au fil du temps, c'est la base de la CGT... Oui, mais là, moi, je vous parle des Républicains. Oui, je vais y venir. C'est la base de la CGT qui impose de venir, justement, sur ce mouvement. Sur les Républicains, donc c'était une erreur de diagnostic, sur les Républicains, ce qui est parti de ce mouvement-là, à l'origine, c'est pour ça que j'ai fait l'historique tout à l'heure, à l'origine du mouvement, on le dénonçait depuis longtemps, les Républicains, que cette surtaxe carbone qui n'allait pas à la transition écologique, mais qui allait au budget de l'État, était une erreur. On va faire parler Madame Amela. Est-ce que vous avez beaucoup de militants du Rassemblement national sur les ronds-points? Bien évidemment, on se sent vraiment concerné. Voilà, les revendications... Vous y êtes allé, vous? Oui, j'y suis allée, oui, j'y suis allée. Je suis allée vers chez moi, je suis allée à Vaugecourt. Voilà, il y a plusieurs. Puis il y a eu aussi dans les rues de Montbéliard. Moi, je suis à côté de Montbéliard, donc... Oui, est-ce que, Denis Sommer, est-ce qu'on a le sentiment quand même que Emmanuel Macron n'a pas de mandat avant d'être président de la République? Il est un peu hors sol. Vous avez... Vous, les députés, il y en a beaucoup qui sont sans expérience. Et justement, est-ce que vous ne payez pas au prix fort cette inexpérience générale du pouvoir là-haut à Paris? Non, mais je pense que c'est évident qu'on a, de ce point de vue, une difficulté qui s'est corrigée d'ailleurs un peu avec le temps. Mais simplement pour reprendre ce que disait Marie-Christine Dalloz sur le dégagisme. C'est pas Emmanuel Macron qui a tué les autres partis, ils se sont tués tout seuls. À la fois le programme de Benoît Hamon sur le revenu universel qui coûtait au final 300 milliards, et puis on sait ce qui s'est passé avec François Fillon. Donc en fait, il y a un espace qui s'est ouvert à l'idée qu'il fallait reconstruire quelque chose qui reprenne non pas le nini, mais qui reprenne ce qui pouvait être intelligent à droite et ce qui pouvait être intelligent à gauche. Alors, ceci dit, là où il y a une vraie difficulté, là où il y a une vraie difficulté, c'est que je pense que le rythme des réformes a largement pénalisé le débat. Ça a été, je pense, trop vite. Et surtout, on ne s'est pas appuyé sur les corps intermédiaires. Et là, je suis d'accord avec Marie-Christine Dalloz. Oui, mais ça, c'est pas depuis 18 mois qu'ils ont disparu. Mais je pense que le débat avec les organisations syndicales, le débat avec l'ensemble des élus, les maires, les conseils départementaux, les conseils régionaux, a largement manqué au cours de ces derniers mois. Mais je pense qu'on y reviendra dans le débat. Alors, on va regarder tout de suite une question qui nous a été envoyée par Christian, ou plutôt une remarque. Il dit « Je n'ai pas confiance dans les politiques, ni le maire, ni le député, ni les syndicats. » Madame Amela, quand on voit le Front National, puis maintenant le Rassemblement National, qui est condamné régulièrement, que ce soit pour incitation à la haine raciale ou pour les assistants parlementaires donc à l'Europe, qui en fait c'est l'Europe qui payait des assistants parlementaires qui faisaient pas leur travail et qui étaient des permanents aux partis politiques, est-ce que vous ne pensez pas que là, tous les partis politiques peuvent être mis dans le même sac? Ben si, je pense que si, on peut tous être mis dans le même sac, mais je pense que nous sommes aussi un parti qui sommes, on est vraiment proche de ces gens, de ce peuple, tout ce qu'ils demandent, encore même hier quand ils ont parlé. Non, mais même vous, quand les gens disent on n'a plus confiance dans les partis politiques, vous mettez aussi le vôtre dans ce sac-là? Ben non. Vous avez dit oui tout à l'heure. Mais... Oui, non, mais on n'a pas les mêmes. Je pense qu'au Rassemblement National, on est beaucoup plus proche du peuple. Moi, je suis allée, voilà, tout à l'heure, vous m'avez parlé des ronds-points, vous m'avez parlé de la rue, j'y suis allée, j'ai pas vu de personne... Marine Le Pen est proche du peuple. Oui, tout à fait. C'est le peuple, c'est nos compatriotes avant les autres.
C'est les nôtres avant les autres. Vous citez les élus du Rassemblement national qui peuvent aller sur les ronds-points. Moi, je voudrais citer aussi les élus de la France insoumise qui sont régulièrement sur les ronds-points. La particularité, c'est ça. Vous avez tout à l'heure évoqué Laurent Wauquiez, et j'ai expliqué qu'à la première manifestation, au premier rassemblement, il y avait eu beaucoup moins de violence que le deuxième week-end, que l'acte 2. Mais au premier, c'était la taxe sur les carburants. Et là, il y avait une cohérence. Depuis, on a pris de la distance par rapport... Beaucoup de distance. On a pris de la distance parce qu'on s'est rendu compte que à la fois la violence et l'ensemble des revendications, sortir de l'Europe par exemple, moi c'est pas une revendication que je peux porter demain, c'est pas possible, c'est pas dans ma culture. Mais la réalité aujourd'hui, quand vous interrogez un peu les gilets jaunes, beaucoup, je dis pas tous, mais une partie, celui qui, je sais pas, la personne qui dit que ni son maire, ni son député, ni son conseiller départemental, ni son conseiller régional, la remise en cause de tous les élus, c'est une chose, mais ça veut dire qu'on change de constitution. On va y venir, justement, on va y venir. Alors, donc, 2 chiffres, parce que ce manque de confiance dans les politiques fait que le taux d'abstentionnisme bat des records ces dernières années. Un petit rappel, le chiffre de l'abstention à la présidentielle de 2007, au premier tour, c'est 22%, au deuxième tour, 25%, et beaucoup plus fort encore aux législatives, c'est les dernières qui ont vu donc Denis Sommer et Marie-Christine Dallo élus. C'est au premier tour, 51%, et au deuxième tour 57%. On va voir tout de suite donc une question de Sophie qui s'adresse aux gilets jaunes qui ne se sont pas déplacés justement pour aller voter la dernière fois et qui dit « Vous ne vous êtes pas déplacés pour aller voter il y a 18 mois, maintenant allez voter ». Alors les causes donc de l'absentéisme, on l'a vu, c'est certainement le manque de confiance. Les conséquences, c'est peut-être la crise des gilets jaunes. On va écouter maintenant Emmanuel Macron. Le président semble avoir entendu ce besoin de démocratie directe. Voici ce qu'il a dit lundi soir. Je veux que soient posées les questions qui touchent à la représentation, la possibilité de voir les courants d'opinion mieux entendus dans leur diversité, une loi électorale plus juste, la prise en compte du vote blanc, et même que soient admis à participer au débat des citoyens n'appartenant pas à des partis. Denis Sommer, j'ai chronométré, ça fait 15 secondes sur une intervention de 13 minutes. Il n'aurait pas pu y consacrer plus de temps. Oh, il a traité beaucoup de sujets. Voilà. Il n'a pas traité aussi beaucoup de la transition énergétique, par exemple. Ça lui a été reproché. Je crois qu'il y a une décision qui a été prise qui est particulièrement importante ces derniers jours, c'est de repousser le débat sur la réforme constitutionnelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a le débat qui va s'engager partout sur le terrain. Donc la fameuse consultation sur 3 mois. La consultation sur 3 mois, et donc le débat sur la réforme constitutionnelle viendra après, seulement pour tirer les leçons du débat que l'on va conduire partout sur le terrain, les uns, les unes et les autres. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et moi, j'appelle l'ensemble de nos concitoyens à participer à ce débat-là. Parce que dans la réforme constitutionnelle, la question de la proportionnelle est à l'ordre du jour. Alors peut-être pas à un niveau suffisant, je crois que c'est dans le projet de réforme, c'était 15%. La question... 15% des députés qui 15% des députés devaient être élus à la proportionnelle. Y compris moins de députés et moins de sénateurs à l'échelle nationale. Il y a la question du référendum d'initiative citoyenne qui, à mon avis, mérite d'être travaillé. On va regarder la question de Victor qui dit la 5e République est finie, il faut passer à autre chose maintenant. Madame Amela, est-ce que vous êtes d'accord? La 5e République, c'est terminé, on tourne la page, on passe à autre chose? Mais écoutez, oui, je pense qu'il faut redonner un peu la parole au peuple aujourd'hui et redonner un peu de pouvoir, qu'on puisse les écouter. Donc, ce que disait M. Sommer aussi, qu'on va parler aussi des référendums, d'initiatives citoyennes. Vous incitez vos militants et vos sympathisants à participer à cette consultation nationale ? Ben oui, de toute façon, oui, j'incite à participer, qu'on entende leur voix. On parlait il y a 2 minutes de proportionnel. Nous, nos voix ne sont pas entendues. On regarde les dernières législatives. Nous avons eu 7 députés. Bon, aujourd'hui, nous en avons 6. Et pourtant, nous avions 11 millions d'électeurs. Donc... c'est quand même on va écouter justement quelques réflexions de Gilets jaunes sur ce besoin de davantage de démocratie. On les écoute tout de suite. On a été pris
pour des lapins de 3 semaines pendant 40 ans. Maintenant, c'est le peuple qui bouge. C'est pas ni politique, ni syndicat. C'est le peuple qui se révolte. Il n'y a personne aujourd'hui qui est capable de représenter le peuple. Le peuple. Et on devrait avoir quand même des référendums d'initiative populaire. Pourquoi c'est tout décidé là-haut? Pourquoi? Déjà, ce qu'on veut, c'est la proportionnelle. C'est quand même malheureux. J'en ai pas plus pour Mélenchon que pour Le Pen. Quand vous voyez que 40% des gens votent pour un mouvement ou un autre, ils ont 7-10 députés. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ces gens-là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas d'opposition. L'opposition ne vaut plus rien. Elle est morte. Alors, l'opposition est morte? Non, alors, je confirme qu'il est très difficile. Que l'opposition est morte? Non. Non, l'opposition n'est pas morte. Je suis peut-être une preuve vivante qu'on est dans l'opposition et on peut. Par contre, je confirme qu'il est très difficile d'être dans l'opposition avec ce gouvernement. Ça tient à la fois. C'est pas votre premier mandat, donc vous pouvez comparer. J'ai une comparaison. Autant dans le mandat précédent, on arrivait à avoir sur certains amendements un accord de principe du gouvernement socialiste. Là, aujourd'hui, rien, absolument rien ne passe. Il y a une fermeture hermétique de la majorité du gouvernement. On vous fera répondre après, Denis Sommet. Mais vous, la Constitution de la Ve République, vous y tenez, vous voulez pas qu'on y change, à celle de Général de Gaulle. Quand j'entends dire il faut plus de proportionnel, je sais pourquoi on est passé, on sait tous pourquoi on est passé à la Ve République. Parce que la 4e, c'était la République des partis. La République des partis, il faut se rappeler de ça. Et que le général de Gaulle, quand il a pris conscience de ça, c'était des arrangements entre partis pour justement... Mais là, sur 15% des députés, c'est pas les partis qui vont décider de tout. Il y a deux choses dans la réforme constitutionnelle. Il y avait 15% de proportionnel, mais il y avait une suppression d'un certain nombre de députés. Or, le constat qu'on peut faire, c'est que la crise des Gilets jaunes, elle n'est pas partie de Paris. Elle est partie des territoires ruraux. C'est ceux-là qui sont le plus en souffrance par rapport au coût de la vie. Il n'y a pas de transport en commun, par rapport aux taxes carbone. Donc, on est parti de la ruralité. Demain, dans la réforme, avec la suppression d'un certain nombre de députés, c'est pas en ville qu'on va supprimer des députés, Madame Mziri. C'est dans les territoires ruraux. Les territoires ruraux, ils sont quand même surreprésentés au Sénat, même. Oh non, ils sont pas surreprésentés. Attendez, il y a une représentation normale des territoires ruraux. Aujourd'hui, si demain, au Sénat comme à l'Assemblée, on supprime des parlementaires, eh bien, la ruralité sera sous-représentée. Et la colère, elle sera encore plus grande. Alors, donc, un système trop verrouillé, l'opposition n'a pas la parole à l'Assemblée nationale, alors que quand même, vous êtes encore majoritaire, je crois, au Sénat. Et puis, deuxièmement, s'il y a la proportionnelle, en fait, il y aura une coupure avec les territoires ruraux. Ces deux points, mais rapidement. Je voudrais bien qu'on parle du référendum. Très bien. Non, je pense que cette majorité, elle a souffert d'un péché de jeunesse. Et quand on est majoritaire à ce point, il y a parfois une attitude qui peut être extrêmement... méprisante. Oui, je dirais pas ça, mais au moins oppressante. Un peu. Voilà. Et par contre, j'ai été co-rapporteur de la loi Pacte. Je sais que j'ai fait un travail très collectif avec l'ensemble des députés de quelques orientations qu'ils soient. Donc, c'est aussi possible de travailler de cette manière. Mais je retiens quand même une phrase de Gérard Collomb quand il est parti. Il a dit: il faut qu'on apprenne à être humble. Voilà. Et ça, je pense qu'il a bien fait de nous alerter ce jour-là. Alors, Ceci étant, la proportionnelle... sur la question de la proportionnelle, et des territoires. moi je pense qu'on ne peut pas continuer de cette manière, avec un scrutin uniquement majoritaire, où on a 30 ou 40% des électeurs qui ne trouvent pas une représentation plus forte à l'Assemblée nationale. Donc il ne s'agit pas de retomber dans les travers de la 4e République, parce qu'on sait à quel point ça a pu être mortifère aussi pour la vie de l'État et au final pour la vie démocratique, mais d'instiller une dose de proportionnel significative pour permettre à l'ensemble des courants de pensée qui traversent notre société de pouvoir être présents. C'est bien ce que dit Emmanuel Macron. J'aimerais donc qu'on parle maintenant du référendum d'initiative citoyenne, le RIC. On a vu donc ce petit sigle sur les manifestations ces derniers jours. Donc c'est quoi? C'est qu'une proposition de loi obtenant 700 000 signatures de citoyens donc puisse devenir une loi et passer à l'Assemblée nationale. Et dedans cette proposition de loi, on a également la possibilité de révoquer des élus. Est-ce qu'au Front National, vous êtes pour ou contre ce type de référendum?
Bien évidemment qu'on est pour. Ça fait déjà de nombreuses années que Marine Le Pen l'a proposé, sauf qu'on l'appelait le référendum d'initiative populaire. Mais RIP, ça faisait un peu trop mortuaire. Oui, oui, ce sont que deux mots, hein, mais le fond, ça veut dire exactement la même chose. C'est simplement redonner aussi la parole au peuple, redonner aussi un peu de pouvoir, redonner un peu de pouvoir au peuple. Je pense aussi que c'est aussi l'essence d'une démocratie. Voilà. Madame Dalloz. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai été très attentive aux revendications multiples et variées. Un référendum pour dire quoi? Alors, j'ai entendu. Donc, bon, démission de Macron. Ça, c'était le slogan qui fédérait tout le monde. Dissolution de l'Assemblée nationale, sortie de l'Europe, le pouvoir d'achat, les retraités, les jeunes, les personnes handicapées. Enfin, il y a tellement de choses. Comment on met tout ça? Non, mais sur le système même d'un référendum, sans parler de ce qu'on mettrait dans le référendum, sur la forme. Moi, je trouve que le référendum, c'est de l'expression populaire. Et si on regarde bien à côté de nous, on a des voisins en Suisse qui font des votations sur tous les sujets. Le système... Alors, il y a aussi de plus en plus beaucoup d'abstention. Ils se posent la question comment ils vont... Oui, mais par exemple, la votation, l'une des dernières en Suisse, c'était pour savoir s'il fallait supprimer ou pas la redevance de la télévision publique. Alors, bon, bien sûr, cette idée n'est pas passée. Donc, les Suisses continueront de payer une redevance pour la télévision publique. Mais au moins, ça a suscité un débat national. C'est peut-être ça qui nous manque. Je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement la grande scission qu'on peut constater, et on le voit bien, les lois ne sont absolument pas... Il n'y a pas de lieu de débat à part l'Assemblée et le Sénat. Et la réalité, c'est que cette majorité, ça fait 6 mois qu'on entend dire pédagogie. On nous a pris un peu pour des idiots. Ce gouvernement n'a pas arrêté de dire il faut faire de la pédagogie. Vous savez, c'est l'enseignant. Mais vous proposez quoi? Par rapport au référendum, vous proposez quoi pour consulter le peuple? Je pense que le référendum est un bon moyen démocratique pour que les gens s'expriment. Après, c'est quelles questions on pose dans un référendum? Parce que souvent, les gens répondent pas à la question, mais à celui qui la pose. Voilà. On va demander à Denis Sommer. Donc, vous êtes pour ou contre le référendum? Je suis pour. Ce qui vient de se passer là, ce qui s'est exprimé pendant un mois, vient de très loin, je l'ai dit tout à l'heure. La crise démocratique, elle est pas... ça vient peut-être de très loin, mais on ne sait pas où ça va nous emmener. Hein. Ouais, absolument. Mais on sait qu'on a besoin de redonner la parole à nos concitoyens sur des sujets qui les intéressent. De quelle manière le faire? Moi, aujourd'hui, je ne suis pas capable de le dire. C'est pour ça qu'il faut le débat pendant ces 3 mois. Il y aura... oui, mais vous êtes pour la révocation des élus, par exemple, en cours de mandat? Ah ben il peut arriver que dans certaines conditions, ce soit quelque chose de possible. On avait eu le débat, je me rappelle, au moment de la campagne électorale, quand Ségolène Royal était candidate. À la présidentielle. Hein, oui, absolument. En 2012. Et à l'époque, Ségolène Royal avait été largement raillée pour ses propositions, et notamment sur la question de la participation citoyenne. Et on se rend compte que de ce point de vue, elle avait fait un très bon diagnostic. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut y répondre. Voilà. Donc on a 3 mois pour construire, il faut le faire. Moi, je suis favorable à ce genre de consultation, donc au référendum d'initiative citoyenne. Juste une remarque quand même. Quand on utilise très peu le référendum, au bout du compte, vous avez raison de rappeler que très souvent, nos concitoyens ne répondent pas en fait à la question posée, mais s'expriment pour ou contre le pouvoir. Le général de Gaulle est parti suite à un référendum perdu. Par contre, si on installe le référendum d'initiative citoyenne comme étant une pratique normale, je pense qu'on reviendra aussi à des citoyens, des concitoyens qui vont se mobiliser sur les sujets qui les intéressent et qui apprécieront de pouvoir donner leur avis. Par exemple, j'ai reçu une question. Pourquoi ne pas consulter des citoyens pour des grosses dépenses de la nation, comme par exemple Paris 2024 pour les Jeux Olympiques? Madame Amela, vous en pensez quoi? Il faudrait consulter les citoyens sur une décision comme ça? Je pense que, de toute façon... on peut demander donc aux citoyens, oui, un peu sur tout, mais les JO, les JO, est-ce que ça a quand même un impact, voilà, mais pas, c'est pas vraiment je trouve pas que ce soit vraiment le sujet comme ce qu'il y a de vraiment plus profond aujourd'hui avec les gilets jaunes. C'est pas des lois Madame comme a proposé monsieur. Les gilets jaunes, les Jeux Olympiques. Mais les Jeux Olympiques, c'est l'image de la France. Donc, si la France est exclue des Jeux Olympiques, si demain
il y a un référendum sur ce sujet-là et qu'on exclut la France des JO en termes de vitrine, je pense que ça serait fondamentalement dommage. Mais ça sera encore le choix du peuple. Et la révocation majoritaire. des élus, vous pensez que c'est bien? Écoutez, il y a des juges. Moi, je crois. Il y a des juges. Là, vous parlez tout de suite des élus coupables. Non, mais la démocratie, elle a quelque chose. Elle repose sur un système démocratique. Voilà, les élections, des gens élus. Après, il y a un système médiatique. Et là, il y a des questions à se poser sur les médias. Parce qu'en matière d'information, de relais... Non. C'est pas à vous que je vais faire un procès, mais il y a une question à se poser sur le relais des médias. Comment ils ont interprété. Les 15 premiers jours, ils n'ont pas vu le problème des gilets jaunes, les médias nationaux. Les médias nationaux. Personne n'avait vu. Je pense que France 3 en région a été très vigilant. On avait alerté longtemps, pendant 15 jours. Moi, j'ai prêché dans le désert à l'Assemblée nationale. Je me vois un jour, je me souviens une nuit, dire à Monsieur Darmanin, presque un véhicule sur deux que je croise dans le Jura, dans le Haut-Jura, ont un gilet jaune derrière le pare-brise. Il a éclaté de rire. Je dis, vous pouvez rire, la réalité, c'est celle-ci. Et il reste très peu de secondes. Est-ce que là, Emmanuel Macron a commencé son mandat, 18 mois seulement. Il est déjà dans une situation très difficile. Vous voyez comment les 3 ans et demi qui restent? Je pense que les 3 ans et demi qui restent peuvent très bien se passer, à condition qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé. Juste un mot quand même. Un des enseignements quand même des Gilets jaunes, c'est l'utilisation massive du numérique. Oui, mais je vais parler d'un livre que j'ai lu qui est passionnant, c'est un livre de Victor Hernandez qui parle de démocratie électronique. C'est vraiment très très intéressant. Bon, ça mériterait une émission, ça, les réseaux sociaux. Merci mesdames, merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Bonne fin de journée à vous tous. Bon dimanche après-midi. On en reparlera des réseaux sociaux. Promis juré. Merci beaucoup. Au revoir.